Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, l'audition d'Alain Rousset, le président de l'Association des régions de France. Il est entendu par les sénateurs sur le projet de loi qui doit permettre la création de la Banque publique d'investissement, la fameuse BPI. Il va donc se faire le porte-parole des présidents de régions qui réclament un réel poids des régions qu'ils considèrent les mieux placées pour financer les PME. Je vous rappelle en effet que la BPI a pour objectif justement de financer les PME porteuses d'un projet d'avenir et qu'elle disposera pour cela d'une force de frappe de 42 milliards d'euros. Mais pour Alain Rousset, eh bien, la condition du succès de la BPI passe par une régionalisation des décisions. Tout de suite, donc, l'audition d'Alain Rousset. Bon après-midi à tous. Bien, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Alain Rousset, président de l'ARF. Enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça qui m'étonne d'ailleurs, je vois un de vos collègues, mon cher ami, au premier rang, très assidu, sérieux, ce qui nous change de l'ambiance des affaires économiques d'habitude. Mais bon, vous rigolez tout le temps ? Non, mais c'est sous l'impulsion des Bordelais, type César. Et en tous les cas, ce qu'on attend sans doute de vous, mais Raymond dira deux mots, c'est évidemment par rapport au projet de BPI, quel est le rôle des régions tel qu'il a été prévu et tel qu'il sort du texte de l'Assemblée nationale et de l'accord, si j'ai bien compris, que vous avez obtenu avec le gouvernement. Obtenu, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, l'accord qui est sorti de vos réunions. À l'arraché peut-être. Bien. Vraiment. Non, mais tu as dit l'essentiel. Bien sûr, notre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire donc, est concernée dans cette création, bien sûr, très attendue, puisque c'est finalement le point de départ de cette mise en œuvre de la feuille de route du président de la République dans le domaine de la transition énergétique. Et nous savons, Monsieur le Président, combien vous vous êtes battu pour que, en fait, il y ait un ancrage territorial de cette BPI, puisque, évidemment, les régions sont en première ligne quant à leurs compétences en matière de développement économique. Voilà. Moi, nous savons que vous êtes un homme de conviction, donc nous allons vous écouter dans vos convictions, qui, j'espère, ont abouti. Merci. Monsieur le Président, vous avez seul la parole dans un premier temps. J'appuie sur le bleu, blanc, rouge. Non, sur le rouge, ça veut... Ça me change. Oui. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues et chers amis, d'abord peut-être brosser le tableau de ce qui existe au niveau des régions. Parce que ça motive notre réflexion et nos souhaits. En gros, les régions ont mis en place 800 dispositifs d'apport en fonds propres et de garantie pour les entreprises à l'échelle de la France. Plus ou moins développés selon les régions, selon les tropismes des différents élus, mais 800. Avec la Caisse des dépôts d'une part, et puis parce que nous sommes dans un système dit pari passu, avec le privé. Des systèmes interrégionaux. Ma région, avec Midi-Pyrénées, a 6 dispositifs en commun. Ce qui permet d'arriver à des interventions de l'ordre en fonds propres de 3 ou 4 millions d'euros. Donc on commence par ce que les spécialistes appellent la love money, le prêt d'honneur, le petit prêt, que ce soit en économie sociale, mais un chercheur qui va lancer sa start-up, jusqu'au 2e, au 3e tour de table. Deux difficultés. Difficulté pour faire croître le capital de ces fonds d'investissement et pour arriver à des tickets importants. Or, aujourd'hui, nous avons besoin, les entreprises ont besoin, d'avoir des décisions rapides et de haut montant. Le modèle californien, qui est un modèle assez intéressant, met en place des dispositifs de financement de 50, 100 millions de dollars, très vite, gérés par des technologues capables de comprendre les aspects de la finance. Donc on a, nous, ce dispositif, les régions françaises sont telles qu'aujourd'hui, on est limité. Mais à un moment donné, vous avez une entreprise du médicament qui en est à son 2e ou 3e tour de table, qui va demander 40 à 50 millions d'euros, et on ne peut pas leur fournir. Donc il y a quelques fonds, mais la France a un retard terrible en matière de fonds d'investissement.
terrible parce que l'assurance vie, qui pourrait être un élément d'accompagnement, ne coule pas directement avec les règles de Solvency II vers les entreprises, parce que les fonds sont disséminés, parce que nous n'avons pas cette tradition. Et en même temps, on a besoin de ces fonds propres. Donc l'enjeu de la BPI pour nous, c'est sur le territoire, à partir des dossiers que l'on gère déjà, en investissement, en avance remboursable, en aide à l'innovation, en aide à la formation. Une région comme la mienne, c'est 1500 euros, 1500 dossiers par an. Une région comme Rhône-Alpes, 3500. Je ne sais pas combien Alain Leverne a dans sa région, mais c'est des montants. Donc c'est nous qui allons apporter ces dossiers. Donc ça, c'est l'élément de démarrage, la connaissance du tissu des PME, la connaissance de leurs besoins, le fait qu'elles ont, si on veut faire croître les PME pour arriver à des ETI et donc réindustrialiser la France, il faut ouvrir le capital. Vous savez que les entreprises ne croissent, enfin, la part de financement capitaux propres des PME n'est que de 4,5%, 0,5% sur les marchés monétaires et 95% par la dette. Donc voilà ce dispositif. Et on intervient un peu comme banquier aussi. Les avances remboursables, c'est des prêts à taux zéro, quelque part. Et quand on garantit, on a des dispositifs avec OSEO. Donc notre première demande aux régions, a été de proposer un dispositif à l'allemande. Hein, les Länder sont l'actionnaire de référence des Landesbank, les caisses d'épargne allemandes, qui sont eux-mêmes l'actionnaire de référence des ETI allemands. Le modèle vertueux, bon certes, il y a des difficultés parfois dans les caisses d'épargne allemandes, mais en gros le modèle vertueux qui fait que l'épargne tirée vers l'entreprise, une identification, une reconnaissance du tissu industriel, une petite révolution culturelle chez nos concitoyens et une vraie démarche industrielle à l'échelle de la région. Donc c'est la proposition que nous avons faite. Un système mutualiste, des banques publiques régionales d'investissement. Ça n'a pas été retenu par Bercy. Et donc on a essayé de trouver un compromis. Ce compromis fait que, le ministre l'a évoqué, 90% des dossiers devraient être décidés au niveau régional. Je l'espère. Parce que c'est la banque elle-même, la future banque elle-même, qui mettra en place ces dispositifs de délégation de pouvoir aux équipes territoriales. D'où l'importance que nous soyons dans ces équipes. Alors, là, il y a un point sur lequel je voudrais faire une incidente qui est importante. Je suis, pour ma part, surpris et avec mes collègues humiliés de l'attitude de beaucoup de nos collègues parlementaires. Je l'ai vécu à l'Assemblée nationale, je pense que ça ne sera pas le cas au Sénat, sur le fait... Oui, je fais une préparation d'artillerie, comme en 14. Je vois. Sur le fait que nous serions au mieux clientélistes, enfin au mieux incompétents, au pire clientélistes. Comme si, depuis 20 ans, et notamment depuis 2004, où nous avons la dévolution de la compétence innovation, nous aidions les canards boiteux. Ou alors nous faisions des jeux... Or que je sache, les 800 dispositifs que nous avons mis en place, aucun n'est en difficulté. Aucun n'est en difficulté est mis en place par les conseils régionaux. Je rappelle que les SDR étaient dirigés par des banquiers. Je vous évite le fait qu'on évoque ici les SDR en disant, mais regardez, les SDR ont été en difficulté, les SDR étaient dirigés par des banquiers. Dans le modèle bancaire que nous connaissons en France, les banques qui ont eu des difficultés ont toutes, pardonnez-moi l'expression, pourri par la tête. Toutes les opérations d'adhérence en Grèce, du Crédit Agricole, les opérations de Dexia, les problèmes de la Société Générale, aucune caisse régionale n'a été en difficulté. Pour une raison très simple et très grave, d'une certaine manière, c'est qu'on remonte tous les excédents de placement au niveau national qui sont placés en produits structurés dans le monde entier.
Et donc, par rapport à mon modèle allemand que j'évoquais tout à l'heure, nous ne gardons pas ces disponibilités pour les flécher vers l'appareil productif. Nous avons une insuffisance d'accompagnement de l'appareil productif. Et aujourd'hui, il faut que les régions soient dans les centres de décision. Peut-être pas les présidents. Moi, je n'ai pas le temps de présider un comité d'engagement. Mais mes collaborateurs qui traitent déjà le dossier d'innovation, le dossier d'investissement matériel, le dossier de formation, toute une partie des besoins des PME, doivent participer parce que c'est la connaissance des PME qu'ils ont. Et que ce sont des professionnels. Et qu'à aucun moment, on m'ait dit, la Cour des comptes, les chambres régionales, les analyses, que nous ne faisions pas bien le job que l'État, enfin plutôt le Parlement, nous avait confié il y a 25 ou 30 ans. Ce job est fait. Et je peux vous dire que pendant la crise, une région comme la mienne, avec des PME sous-traitantes de l'aéronautique, où les grands groupes ont contracté d'un coup leurs appels d'offres, la dévolution de leur plan de charge, si nous n'avions pas mis en place immédiatement des dispositifs d'avance remboursable de plusieurs millions. En gros, moi, je sais que pour mes sous-traitants, ça m'a coûté 25 à 30 millions d'euros. Si nous ne les avions pas mis en place, ce n'étaient pas des entreprises en difficulté, mais il y avait un à-coup de commandes, elles auraient, et des belles, coulé. Donc, je le dis parce que, et je l'ai dit à l'Assemblée nationale de la même manière, je n'arrive pas à comprendre que nos collègues élus nationaux, disant tous, quelle que soit leur sensibilité, il faut une volonté politique nationale pour redresser la France, ne comprennent pas qu'il faille aussi une volonté politique régionale pour faire des entreprises de taille intermédiaire. Et mes chers collègues, je vous invite à comparer notre modèle administratif et notre modèle industriel. Le modèle administratif, c'est un État qui a encore énormément de puissance, qui peut tout faire, intervenir partout. On se plaint d'ailleurs, même avec un État tentaculaire, qu'il y a des inégalités dans les territoires. On revendique égalité, mais bon. Et puis, le modèle industriel, des grands groupes et des PME, voire des TPE low cost. Les deux modèles sont homothétiques. Parce que notre culture, notre organisation reste profondément centralisée et jacobine. Là où il y a des régions fortes, il y a des entreprises de taille intermédiaire fortes. Là où il y a des Länder, il y a des Mittelstand. Là où il n'y a pas de région forte, il n'y a pas de TI. Parce que c'est une volonté politique. Une volonté politique qui est extrêmement complexe. Comment vous faites pour qu'une PME devienne une ETI? Si ce n'est en l'accompagnant en fonds propres, en l'accompagnant en formation, en l'aidant à se réorganiser, en l'aidant à ce qu'elle ait des garanties, à ce qu'elle fasse de la croissance externe ou de la croissance interne, en l'aidant pendant les périodes de difficulté, en l'accompagnant dans les discussions qu'il y a avec les grands groupes. Encore une fois, je cite mon exemple, mais je pense qu'Alain Leverne pourrait faire de même. Je suis en train de prendre avec des grands groupes d'Aquitaine la liste des PME sous-traitantes et nous sommes en train de choisir les PME qui deviendront demain ces entreprises de taille intermédiaire. Par des regroupements, par des aides à l'embauche, parce que c'est un problème majeur et les régions ont tous les outils pour ça. Alors bien sûr que les régions ne sont pas au même niveau d'intervention, mais comment faire avancer toutes les régions au même pas si on ne leur confie pas cette responsabilité? D'où la nécessité que l'on préside les conseils régionaux d'orientation, et je ne vois pas dans le texte, je l'ai évoqué à l'Assemblée, que nous y soyons naturellement, alors qu'il l'était dans le projet du gouvernement. Donc je compte sur vous, mes chers collègues sénateurs, pour que vous les remettiez. Parce que imaginons que demain, il y ait des candidatures comme ça, tous azimuts. Je crois qu'il faut, comme on l'a fait pour le Conseil national d'orientation, il faut que les conseils régionaux soient présidés. Sur les comités d'engagement, alors là, c'est une levée de bouclier de tout le monde. Bon. Après tout, encore une fois, sous le contrôle d'Alain Leverne, à titre personnel, je ne préside pas les comités d'engagement. Je ne préside pas les comités d'engagement.
Mais quand je préside la commission permanente, je fais voter des aides directes aux entreprises. Alors là, c'est autre chose, on regarde les entreprises d'une autre manière. Je m'en remets à la sagesse du Parlement, dans ce domaine-là, si je peux me permettre. Mais en tout cas, il faut que la région soit présente à travers peut-être un de ses techniciens, obligatoirement dans ces comités d'engagement. Parce que le dossier de la PME est unique. La connaissance de la PME, une fois qu'on l'aura, que le comité d'engagement de la BPI aura décidé, il s'en lavera les mains et il espère avoir fait une bonne affaire. Sauf que les services de la région vont accompagner cette entreprise. Parce qu'une PME a besoin d'être accompagnée. Je sors de l'Assemblée générale des pôles de compétitivité. Je disais que ce métier qui fait qu'on aide une entreprise à lever des fonds, qu'on l'accompagne pour penser son marché, pour structurer son produit, pour... enfin, on a des équipes à disposition qui accompagnent les PME. Le chef d'entreprise de 35, 50, 70 personnes, il est souvent DRH, directeur de recherche-développement, directeur du design, directeur du commerce international. Je veux dire, comment pouvez-vous vous débrouiller tout seul, surtout si vous êtes en difficulté? Donc il y a à mettre en place un système d'accompagnement. Et la France a pris beaucoup de retard dans ce domaine-là. L'idéologie de l'administration centrale, c'est surtout, on laisse faire. Après tout, on attend que les entreprises naissent et se développent sui generis. Et si elles ne se développent pas, ma foi, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Rappelez-vous les discours traditionnels des banquiers, tous ceux qui ont exercé des responsabilités au niveau territorial. On trouve le financement quand il y a des bons projets. Mais bien entendu, vous avez les FCPR aujourd'hui, les fonds communs de placement à risque, qui ne prennent que la crème des dossiers, avec des retours de 25, 30, 100% parfois. C'est vrai, quand vous êtes dans un espèce de blockbuster technologique, vous avez les rentrées qui sont considérables. Qu'est-ce qui nous importe, nous, sur les territoires? C'est d'aider des entreprises aussi à se développer qui ont 3-4% de marge. Et la force de l'Allemagne, c'est aussi de jouer la durée, c'est de l'argent patient, c'est des retours qui ne sont pas immédiats. Donc c'est cette déontologie que je voudrais faire passer dans la banque. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance qui est peut-être un problème plus prégnant, qui nous concerne, nos régions, que je trouve un peu désagréable, un peu contradictoire avec tout ce qui marche bien à l'extérieur. Encore une fois, je ne dis pas que tout se passe bien et qu'il n'y a pas des erreurs en ligne. Mais si vous ne responsabilisez pas les régions, rien ne se passera. La BPI, si ce n'est que le rapprochement entre OSEO et le FSI, ne réglera strictement rien. Ne réglera strictement rien. Le FSI, c'est une volonté politique territoriale et des moyens d'accompagner les PME et de les faire croître. Si cette volonté politique territoriale n'a pas une autorité, ça ne marchera pas. C'est très clair. On aura des techniciens, on aura un fonctionnement en silo, comme d'habitude. Cette fascination que nous avons à l'égard de l'expertise. Bon, certes, le monde politique n'est pas issu en majorité de l'entreprise, mais on peut progresser. On peut s'entourer de techniciens qui font le job. Voilà. Donc je crois qu'il y a ce problème de gouvernance. Il y a un certain nombre d'évolutions qui ont été obtenues avec le ministre, notamment que le président du CNO, parce que la parité a un peu complexifié les choses. J'ai réussi à obtenir qu'il y a 3 régions dans le Conseil national d'orientation. C'est compliqué. Y compris les noms. Y compris les noms. Voilà, donc les noms vont être désignés par décret, donc on va peut-être... Mais voilà, je serai, si je suis président du Conseil national d'orientation, membre avec voix consultative du Conseil d'administration. J'ai fait en sorte qu'il y ait un équilibre entre petites ou grandes régions. Mais c'est surtout au niveau territorial que c'est important. Donc voilà, je pense que je me remets à votre sagesse sur le comité d'engagement. Il avait été signé avec le président de la République que les régions présidaient le comité d'engagement. Je sais que Bercy avait essayé de détricoter tout ça. J'entends l'appareil technique de Bercy en disant « Oula,
on va faire présider par les présidents de région des comités de ce que les techniciens appellent de fonds. C'est-à-dire on va mettre pour les entreprises du numérique tant, on va mettre et qu'on ne verrait pas passer les dossiers. Le système de fonds, c'est vous avez une capacité, puis vous avez un fonds pour l'agroalimentaire, vous avez un fonds pour les biotechnologies, etc. Et vous ne voyez pas passer les dossiers. Je crois qu'il faut que la région, il y a quelqu'un de la région qui soit dans le comité d'engagement. Ça me semble être le minimum. Ça me semble être le minimum. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que nos dispositifs, si nous voyons que nous ne sommes pas dans le film de la décision, eh ben nos dispositifs, on les garde. Bon. Je ne peux pas être plus franc. Non, mais c'est clair. Voilà. Bien. Je répondais aux questions, mais Peut-être que je vais prendre d'abord les deux rapporteurs de nos deux commissions. Monsieur Bourquin d'abord, ensuite Monsieur Verretto et Monsieur le Président Leverne. Monsieur Bourquin. Oui, quelques mots pour dire que faisons en sorte que cette création d'une banque publique d'investissement soit un des leviers décisifs pour faire en sorte que le problème récurrent de fonds propres qu'ont les PME, TPE et les ETI, je ne dis pas soit réglé d'un coup de baguette magique, mais qu'on se dote d'un levier décisif pour régler ce problème qu'ont régulièrement nos entreprises. Et l'enjeu est là. Alain Rousset l'a dit en introduction, il y a un enjeu majeur aujourd'hui. Et lorsque nous avons régulièrement des rencontres avec ces PME, TPE, ils nous signalent ces problèmes et ces lacunes qu'ont nos entreprises à se financer sur le marché tel qu'il existe. La deuxième chose, faisons en sorte aussi que la création de la BPI ne soit pas l'occasion pour les banques généralistes de faire en sorte que les risques soient pris par la BPI et que le meilleur soit pris par les banques et sur le marché. Faisons en sorte que, justement, que la création de la BPI soit l'occasion d'avoir un vrai levier et que ça entraîne y compris l'ensemble du secteur bancaire. Ça, c'est une vraie question. Je partage complètement le fait que les régions ont un savoir-faire. Elles ont des liens extrêmement étroits avec les communautés de communes, avec les communautés d'agglomération, et que ce savoir-faire soit utilisé à sa juste dimension. Et effectivement, je crois que dans le comité national d'orientation, il y a eu, sans doute par erreur, j'ose pas, la suppression de la disposition prévoyant que le président du conseil régional est aussi président du comité régional d'orientation de la BPI. Il faut réparer cette erreur-là. Et le Sénat est là pour cela. Pour cela, pour faire en sorte que nous réparions et nous faisions en sorte que l'expertise des régions, l'expérience des régions, mais quand je dis les régions, c'est pas simple. Bien sûr, il y a le comité régional, le conseil régional, mais il y a aussi le territoire. Et moi, j'ai apprécié ce qu'a dit Alain Rousset, c'est les économies qui sont hyper centralisées ont des problèmes parce qu'elles se sont données des grands programmes il y a quelques dizaines d'années et elles fonctionnent encore sur ces grands programmes. Et nous avons besoin d'une économie modernisée où justement les territoires vont chercher les leviers de croissance où ils sont et sur la base de ces leviers de croissance, on investit, on prend des risques et on fait en sorte de retrouver une nouvelle croissance. Celle que nous cherchons depuis des années. Et regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe dans plusieurs pays européens. La croissance ira chercher, non pas simplement sur des grands programmes, mais aussi sur des PME, TPE qui ont besoin de levier, qui ont besoin de financement. Alors voilà, moi franchement, la position que je défendrai, c'est que le texte transmis au Sénat soit un point d'équilibre satisfaisant.
c'est-à-dire permettre justement à corriger l'erreur qui a été faite, et je crois que l'expertise et le savoir-faire des régions et des territoires soient pris en compte dans la mise en place de la BPI. Merci, Monsieur Verretto. Il faut allumer. Rouge. Merci. Je partage ce qui a été indiqué par mon collègue Bourquin sur l'enjeu décisif qui s'attache à la création de la BPI en termes d'accès à la ressource bancaire et aux fonds propres pour les PMI et PME. C'est clair qu'un des objectifs essentiels de la BPI, ce qui est la clé de sa réussite, c'est cette coordination entre, j'allais dire, l'échelon central et l'échelon régional, qu'effectivement l'ensemble des dispositifs que vous avez évoqués puissent s'inscrire dans une logique globale d'appui à l'économie locale. Dans le rapport que je présenterai demain devant la Commission développement durable, je proposerai également que l'on rétablisse ce qui est effectivement, à mon sens, une erreur, que le comité régional soit présidé par le président effectivement de région pour montrer effectivement toute la place que doit tenir la région dans l'irrigation du tissu économique. Alors, si j'ai bien compris, vous souhaitez que les régions aient la responsabilité d'animer les plateformes communes, qui sont les guichets uniques de financement pour les PME, ce qui vaut une demande de figurer dans la structure d'engagement. Mais est-ce à dire que, compte tenu de la diversité des régions, vous souhaitez que la composition des comités régionaux d'orientation soit adaptée à chaque territoire? Ça me paraît être une question importante. Et d'autre part, vous dites que au conseil d'administration de la BPI, il serait souhaitable qu'il y ait trois représentants de la région. Est-ce à dire qu'il faut augmenter le nombre d'administrateurs, ou est-ce que l'effectif doit rester constant? Merci. Oui, mais peut-être écouter le président Leverne et puis vous répondrez après. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais illustrer encore plus ce que vient de dire le président Rousset et remercier les deux collègues sénateurs de leurs interventions complètement pertinentes. Mais si vous voulez bien, je vais insister sur d'autres points. D'abord, à mon avis, cher président et ami Rousset, je crois qu'il nous faudrait, dans la discussion et dans les semaines qui viennent, mettre cela en parallèle avec la loi de décentralisation et le chef de filât de la région. Si je prends l'actualité du président de la région Haute-Normandie, que je connais un petit peu, il y a quelques jours, le président de Renault demandait à la région de Normandie d'apporter une aide remboursable de 12 millions d'euros, 0%, remboursable N-1 sur 4 ans, pour la fabrication des moteurs électriques. La semaine, quelques jours après, le président d'Areva demandait à la région Haute-Normandie de l'accompagner sur une filière éolienne offshore, dont vous savez qu'elle va être demain, en tout cas nous l'espérons tous, une filière d'excellence, une nouvelle filière d'excellence pour notre pays, avec véritablement des perspectives d'exportation. Et quand on regarde ce qu'il y a évidemment dans le montage industriel de ces deux projets, que je prends par hasard, mais c'est le calendrier qui veut ça, ce sont à chaque fois des centaines de PME qui vont être concernées, parce que évidemment elles vont être les fournisseurs. Bon. Et comment est-ce qu'on aborde le tissu des PME qui vont donc être créatrices d'emplois, qui évidemment sont déjà, ou bien elles sont dans l'excellence pour fournir ces grands projets, ou bien elles vont avoir, il va y avoir nécessité de les accompagner dans une marge de progrès à travers un conventionnement global qui touche à la fois la ressource humaine, qui touche à la fois des aides matérielles et immatérielles. Et donc on le voit bien,
ce dont on parle, ce n'est pas simplement la mise en place d'un établissement public BPI, c'est la façon dont la France va appréhender sur le marché mondial une nouvelle époque qui est une époque où on doit reconquérir des positions sur le terrain industriel. La Haute-Normandie aujourd'hui, c'est un salarié sur 5 qui travaille pour l'industrie contre 13% en France à peu près. Bon. Donc, on le voit bien, ce tissu industriel-là, il faut l'accompagner. Quelle est la réalité d'aujourd'hui? Bien, je vous l'ai dit, on vient voir le président de la région qui va donc individualiser en commission permanente des fonds de la région et sans que je n'ai, excusez-moi du raccourci, d'autorisation à demander à personne, sauf à mon assemblée et à la commission permanente. Et donc, ce qui me frappe beaucoup dans le projet de loi que j'ai lu attentivement, et il se trouve que c'est mon vice-président à l'économie qui est le rapporteur du budget à l'Assemblée, je suis très étonné des réticences que j'ai découvertes en même temps que certains. D'abord, je voudrais dire à nos collègues députés qui ont quelques réticences qu'on me cite un exemple, qu'on nous cite un seul exemple où la région aurait fait preuve soit d'irresponsabilité, soit d'esprit partisan, et que nous n'aurions pas accompagné un projet qui n'était pas éligible. On connaît la réponse. Deuxièmement, si l'on veut que tout cela marche, et ce qui marche aujourd'hui, au fond, fonctionne sur la base de la composition du comité qui existe et qui est prévu à l'article 4 de la loi au point 13, c'est-à-dire un comité stratégique, là on l'appelle conseil d'orientation. Bon, au fond, on travaille pour définir les stratégies dans nos régions, pour définir les orientations. On travaille avec l'ensemble des acteurs. Donc nous sommes déjà des praticiens de ce type de méthode. Et donc c'est celle-là, évidemment, qui doit ajouter le maillon manquant qui est celui des financements. J'ajoute, pour abonder ce que disait Alain Rousset, c'est que quand on regarde le cylindre vertical aujourd'hui de l'accompagnement financier des entreprises, on constate quoi? Eh bien que, évidemment, comme ça copie grosso modo le millefeuille institutionnel, eh bien, il y a un moment donné où, évidemment, les communes, les communautés de communes n'ont pas les compétences pour accompagner les entreprises. Et que ce savoir-faire qui est devenu celui des régions, il faut évidemment qu'on l'utilise. Et en mettant dans le comité stratégique, c'est en tout cas nous ce que nous faisons, les principales agglos, évidemment, qui doivent nous accompagner. Évidemment, enfin, c'est l'article 4.13 en y ajoutant les élus qui sont chargés avec nous d'accompagner le développement économique. Alors, il ne va pas être trop long. Je finis en posant 2 ou 3 questions. Donc aujourd'hui, par rapport aux dispositifs qui existent, tu as cité les fonds que nous avons mis en place avec quelquefois d'autres régions. Nous, en Haute-Normandie, avec la Basse-Normandie et la Bretagne, on a mis un fonds d'amorçage. Bien. Il existe aussi NCI, Normandie Capital Investissement, Capital Risque et Capital de Développement, avec évidemment des fonds à l'innovation. Bien, là-dedans, il y a à la fois des fonds publics, il y a à la fois des fonds privés. Et nous sommes dans les comités d'engagement. Donc, va-t-on multiplier, miter le territoire national de tous ces outils, ou est-ce que l'on va, dans ce projet d'établissement public, faire en sorte qu'on mette ce qui existe en réseau et qu'on apportera la force de ce nouvel établissement public en même temps, de manière à ce que tout cela fonctionne d'un même mouvement, parce qu'au fond, l'avantage d'y mettre les régions, c'est quand même qu'une fois que le dossier est complet, je suppose que c'est comme ça dans toutes les régions, moi je vous garantis, dossier complet, 2 mois après, les crédits sont versés aux entreprises qui en ont besoin. Et j'insiste beaucoup que ce dispositif doit évidemment, j'ai dit, tout au long de la vie de l'entreprise, y compris donc à l'export, où notre pratique fait que l'on mutualise l'ensemble des pratiques et que l'on met à la disposition des PME un réseau auquel ils n'ont pas spontanément accès, et que tout cela doit reposer sur le conventionnement entreprise, collectivité avec le chef de filât de la région. Donc nous, ce que nous réclamons au fond, ce n'est pas d'exercer un pouvoir que nous n'avons pas, c'est que cette cohérence et cette pratique soient mises au service des entreprises et du développement économique, et que lorsque Areva, Renault
viennent dans mon bureau accompagner quelquefois des présidents des agglos, ou quand le président de CCI International vient me demander de contribuer avec lui à l'élaboration d'une politique à l'export, ça veut dire que dans toutes les têtes, je ne dis pas bien pensantes, dans toutes les têtes qui sont dans le champ du développement économique, évidemment, il est naturel que cette BPI, qui est attendue, soit conforme aux espoirs que l'on met en elle. Merci. Merci. Monsieur le Président, si vous voulez bien répondre à ces trois premiers, puis après on prendra les prises de parole. Oui. Je crois d'abord, je l'ai un peu évoqué, mais je confirme aujourd'hui que si l'on veut répondre aux besoins des entreprises, il faut qu'on améliore l'offre de la dette, d'emprunt, parce que les contraintes de Bâle III aujourd'hui sont extrêmement dramatiques. Il y a une rétraction de l'offre considérable, et le fonctionnement de ZEO aujourd'hui est lié à l'intervention d'une banque privée. C'est-à-dire qu'au départ, on avait dit à ZEO, pour qu'il joue un effet de levier, vous poussez une banque privée à intervenir. Aujourd'hui, c'est le phénomène inverse. Comme il faut que la banque privée intervienne, ZEO n'intervient pas. Donc, il faudra peut-être, d'ailleurs, dans l'organisation de la banque, qu'on crée une structure qui fasse que ZEO puisse, dans certains cas, intervenir d'une manière faute. J'ajoute à cela, je le dis pour avoir beaucoup discuté avec les responsables de CDC Entreprises et du FSI, que je trouve que souvent, le FSI ou CDC Entreprises demandent des TRI exorbitants. Exorbitants. Hein, j'ai le cas d'une ETI dans ma région, c'est entre 15 à 25%, enfin, bon, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il y avait une étude qui avait été faite par l'ancien patron de l'Anvar, dont j'ai oublié le nom, à partir du moment qui disait qu'à partir du moment où la banque était publique, certes, elle ne devait pas rentrer dans le rouge, mais il fallait qu'on soit attentif à ce que le retour ne soit pas exorbitant. Je confirme ce qu'a dit Alain Leverne. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Les régions ont une partie de la solution sur les PME. Les aides directes, les avances remboursables, les aides à l'innovation, les aides à la formation. On a besoin de la banque, d'offres bancaires, on a besoin d'offres en capitaux risqueurs. Et donc il faut qu'on établisse dans chaque région, je ne pense pas que ça soit mis en cause, des plateformes, non pas qu'ils soient des guichets uniques, je me méfie de ce terme, parce que quand on fait des guichets uniques, c'est le guichetier qui a le pouvoir, si j'ose dire. Et on crée des phénomènes d'encombrement, des petits pouvoirs, non. Simplement pour guider, orienter vers la bonne structure et que la PME ait une réponse globale. Est-ce que la BPI pourra mettre en place de réelles politiques? Je le souhaite. Les députés ont été très pushy sur la transition énergétique, sur le numérique, sur l'économie sociale et solidaire. Je ne voudrais pas qu'on se répartisse d'ores et déjà les morceaux de la BPI. Hein, il appartient à la région, et la gestion des crédits européens qu'on va lui confier l'y obligera, à mettre en place des stratégies industrielles. Il y a des stratégies industrielles nationales, il y a des stratégies industrielles régionales, notamment quand il y a beaucoup de sous-traitants dans une région ou des secteurs particuliers dans ce domaine-là. Je reviens aux différents textes. On m'interrogeait sur la composition des CRO, des comités régionaux. J'aurais mieux aimé que l'on dise il appartient au président du conseil régional et au président du conseil économique et social de déterminer la liste des membres sous réserve de la parité du comité régional d'orientation. Parce que nos régions sont différentes. Parce qu'il y a une diversité de tissus industriels, d'organisations syndicales, J'aurais préféré. Je ne veux pas être soumis à des vengeances en rentrant dans mon assemblée. Donc là aussi, je m'en remets à votre sagacité. Mais je souhaite qu'il soit inscrit que le président
que le président du conseil régional soit le président du comité d'orientation régional. Hein. Ça me semble être quelque chose d'important. Voilà, j'ai pas répondra à d'autres questions. Non, mais en vous écoutant, Monsieur le Président, il y a une réflexion. On va donner la parole à Monsieur Chatillon. Vous avez évoqué tout à l'heure que 90% des engagements devaient être au niveau régional. Mais quelle est à ce moment-là la place de l'État stratège vis-à-vis des filières? Et où c'est coordonné entre l'échelon régional et l'échelon national? Bon, je passe la... Je réponds à votre question parce qu'elle est importante. C'est trop d'honneur, Monsieur le Président. Non, mais elle est importante parce que je pense que c'est une question de comment dire, de compréhension globale des dossiers. Comment dire, les régions auront à structurer des filières industrielles à l'échelle de la région. L'État va le faire. L'État peut dire, aujourd'hui, pourrait dire, devrait dire, je me lance dans une stratégie, par exemple, sur le stockage de l'énergie, comme le font les Allemands ou les Japonais. Je pense qu'il va le faire. Stockage de l'énergie, c'est la condition de base pour développer les énergies renouvelables. Ce sont des énergies alternatives, aléatoires, donc il faut, et c'est une technologie compliquée. Sur l'œnologue. Voilà. On pourrait se dire, je me lance dans une stratégie avec une forme de cohérence que je mène avec l'INSERM sur le passage du médicament chimique au médicament biotechnologique. Oui. Ça, c'est une... Bon. On peut dire, ils le font, je me lance dans le passage de la fission nucléaire à la fusion nucléaire, qui est une chose... c'est Cadarache. C'est Cadarache et puis le BARP en Aquitaine, parce qu'il y a une technologie qui avait été oubliée et que la région Aquitaine finance actuellement avec le CEA. Je dis ça à titre de clin d'œil. Mais en tout cas, ça c'est des stratégies nationales. Quel est le devenir d'Ariane 5 ? Est-ce que c'est Ariane 6 ? Est-ce que c'est Ariane 5 ME ? Apparemment c'est réglé d'après l'accord de la semaine dernière. Non, ils font les deux. Oui, enfin, transitoirement. Transitoirement. Bon, donc sur le plan territorial, Alain Leverne évoquait tout à l'heure la discussion avec Areva. Je me trouve exactement comme lui. Quand une entreprise importante de ma région, je pense à Snecma par exemple, ou Safran, me dit « Est-ce que vous pouvez m'aider pour inventer les arrière-corps du moteur de demain plus léger, qui brûle mieux, qui envoie moins de NEX, etc. » Donc je cofinance la recherche. Mais derrière, le deal, c'est vous transférez le business aux PME que vous choisissez. Et on restructure le tissu de PME pour les faire grossir. C'est ça la politique industrielle de la région. Moi, quand j'arrive en Aquitaine, en 98, il n'y a plus de recherche sur la vigne et le vin. Tout est parti. Donc j'ai reconstitué un centre de recherche sur la vigne et le vin. À part l'œnologie, on avait laissé tout partir. Ils ont tout vu. C'est pas qu'ils avaient tout bu. C'est qu'ils avaient oublié plein de choses. Mais ils étaient tellement contents à Bordeaux d'avoir le meilleur vin du monde, quoi, qu'ils avaient oublié un certain nombre de choses. Non, mais Gérard m'a soutenu là-dessus. Donc, voilà, on a des stratégies régionales à mettre en place. Ce qui va arriver à la banque, c'est quoi? C'est parfois les résultats d'un appel d'offres que la région aura lancé pour dire comment je numérise le patrimoine, comment je regroupe l'entreprise, donc il y aura un peu de fonds propres, il y aura un peu de prêts, il y aura... Voilà. Et puis ça va être aussi, parce que j'aime pas ce mot, il faut être opportuniste, je veux dire les entreprises, elles sont dans des stratégies aussi de développement. On aura à la fois 60 à 70% de filières, et on aura 30 à 40% d'émergence d'entreprises qui sont sur nos territoires. L'agroalimentaire, il reste peut-être encore une petite entreprise de tissage ici. On va peut-être constituer autour du cuir. Moi, j'ai des entreprises de cuir de luxe en Dordogne. Ils avaient perdu toute la chaussure, mais ça s'est développé. Voilà. Donc,
L'État là-dessus n'a pas à intervenir. L'État là-dessus n'a pas à intervenir. L'État voit tout le surgissement d'affaires. C'est à la région de pousser tout ça. Ok, monsieur, on va sans doute parler d'agroalimentaire, monsieur Châtillon. Monsieur le Président, écoutez, nous avons l'habitude de travailler ensemble avec le président Rousset, tant au niveau de l'IRDI depuis un certain nombre d'années qu'au niveau du pôle de compétitivité, des pôles de compétitivité, devrais-je dire. Donc sa culture industrielle, je la partage. Le vrai problème pour moi, c'est la simplicité. Dans tous les dispositifs complexes, ça ne marche pas. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était utile de regrouper OSEO, qui marche bien, le FSI, qui a son autonomie aujourd'hui et qui fonctionne bien, CDC Entreprises. Est-ce que la BPI ne pouvait pas s'appliquer sur un tissu comme cela a été indiqué, à la fois régional avec la Caisse des dépôts, et faire en sorte qu'on fasse fonctionner ce développement régional? La deuxième question, c'est est-ce que la taille de nos régions nécessite une implication de l'ensemble des régions? Est-ce qu'il ne faut pas merger un peu les régions, pardonnez-moi, regrouper un petit peu les régions pour avoir des landers françaises ou des régions comme cela existe en Espagne? C'est ce que nous faisons et je crois que c'est un bon exemple entre Midi-Pyrénées et l'Aquitaine dans les domaines des pôles de compétitivité et dans le domaine de l'accompagnement financier. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il est vraiment utile pour 10% dans une filiale de faire rentrer les banques privées? Est-ce que, au contraire, ne devons-nous pas être autonomes de ces banques pour les obliger ensuite à participer? Pourquoi leur transmettre des dossiers qui seront plus ou moins abondés ou pas abondés ou le plus souvent concurrencés? J'ai vécu ça avec l'IRDI à sa création avec Alain Savary lorsqu'en face nous avions Taufinceau. Tel banquier venait, prenait nos dossiers et faisait surenchère dès le lendemain. Donc je crois que ce n'est pas une bonne chose de faire entrer les banquiers privés à ce stade-là dans une filiale de filiale. Voilà mes trois questions. Donc simplification, coordination, pouvoir régional, accompagnement des entreprises, des pôles de compétitivité. Madame Church. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président de Régio. Non, j'en ai 6. À votre avis, la BPI a-t-elle des ressources suffisantes pour assurer sa mission, comme vous l'avez d'ailleurs décrite, auprès des entreprises, ou faut-il, je vous demande votre avis, irriguer de l'épargne populaire, comme par exemple l'assurance vie ou le doublement du livret A, pour abonder des ressources, pour faire en sorte que cette BPI ait vraiment les moyens pour être un réel levier? Ça, c'est une question que je vous pose. À votre avis, la BPI doit être la banque du tissu économique des territoires. Est-ce qu'il ne serait pas bon non plus que cette BPI soit très liée et bénéficie de l'expertise de la Banque de France, et sous quelle forme, à ce moment-là, on pourrait l'organiser? Troisième question. À votre avis, est-ce que pour les entreprises bénéficiaires, il ne faudrait pas inclure des critères sociaux tels que les conditions de travail, la formation prévue dans cette entreprise, la représentation des salariés et des critères environnementaux, c'est-à-dire comment cette entreprise participe-t-elle à la transition énergétique dont nous parlons tant en ces temps? Et dernière question, avez-vous pratiqué, puisque les régions ont une belle expertise, le contrôle a posteriori des aides financières? Est-ce une pratique ou est-ce qu'il faut maintenant vraiment passer à la vitesse supérieure pour contrôler les aides qui sont données à ces entreprises, vraiment aller jusqu'au bout, car ce sont des aides publiques, et quels moyens on pourrait se donner dans cette gouvernance pour que les entreprises se sentent liées au territoire et aux élus et aux institutions telles que le Conseil régional, donc qui a affecté ces fonds. Je m'exprime mal, le contrôle souvent échappe a posteriori, c'est-à-dire que les entreprises ont bénéficié de l'aide publique et n'ont pas suffisamment, à mon avis, de comptes à rendre. Est-ce qu'on peut obliger dans cette BPI que des comptes soient demandés de façon plus serrée auprès de ces entreprises?
Michel Teston. Messieurs les présidents, Monsieur le Président Rousset, vous avez fait part de vos remarques, certaines critiques sur ce qui est prévu en matière de gouvernance et de structuration de la Banque publique d'investissement. Bon, je souhaite profiter de l'occasion qui m'est donnée de dire qu'à mon sens, la place des régions au sein de la Banque publique d'investissement doit être en cohérence avec la place que le gouvernement entend donner aux régions dans le cadre de la future réforme territoriale qui doit, en principe, leur donner un rôle majeur en matière de développement économique avec les schémas régionaux de développement économique. Et donc je plaide pour qu'il y ait une grande cohérence entre les orientations stratégiques de la Banque publique d'investissement et par ailleurs la stratégie de chaque région en matière de développement économique. Ça me paraîtrait tout à fait cohérent. Je pense que c'est la bonne approche qu'il faudrait avoir dès le départ. Je ne pense pas, Monsieur le Président, que vous me contredirez, mais si vous voulez me contredire, n'hésitez pas. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a l'idéal qui pourrait être d'imaginer effectivement de grandes régions, qui seraient probablement plus efficaces, et puis il y a le réel, c'est-à-dire la volonté et la nécessité d'intervenir au plus tôt compte tenu de la situation que nous traversons. Il y a un engagement qui a été pris par le Président de la République de création de banques publiques d'investissement parce qu'il y avait une nécessité. Parce que, rappelons-le quand même, le système bancaire et financier traditionnel n'avait pas joué le rôle qu'aurait dû être le sien aussi. On entend dire parfois que finalement la Caisse des dépôts et consignations et OSEO sont habituées, bien entendu, à travailler et à soutenir les petites et moyennes entreprises et qu'elles sont d'une grande efficacité et qu'en conséquence de quoi on ne voit pas l'utilité qu'il y aurait à créer la banque publique d'investissement. C'est faux. Parce qu'en pleine période de crise, même si les contacts et les liaisons ont été étroites et parfois efficaces avec la Caisse des dépôts et consignations et l'OSEO, ça n'a pas toujours été le cas. Et vous évoquiez tout à l'heure le problème de la sous-traitance dans l'aéronautique. Je pourrais évoquer le problème de la sous-traitance dans la construction navale après la crise de 2007-2008, et c'est du même ordre. Et si les conseils régionaux, à ce moment-là, n'étaient pas intervenus à la fois plus rapidement, plus efficacement pour soutenir ces petites et moyennes entreprises, elles ne seraient plus là aujourd'hui, alors qu'elles avaient uniquement un creux dans leurs commandes. Donc il y a nécessité impérieuse de création de cette banque publique d'investissement. Une fois qu'on a dit cela, on voit bien, et vous l'avez évoqué vous-même, qu'il y a une réticence que nous constatons, parfois au niveau des départements, parfois au niveau des métropoles, à voir les régions s'impliquer trop fortement dans les prises de décision de la Banque publique d'investissement. Donc pour être efficace, je pense qu'on doit passer automatiquement par une case qui consiste à convaincre et à rassurer. Donc comment faire pour convaincre et rassurer à la fois des départements ou des parties de départements, voire des métropoles qui sont inquiètes si ce sont les régions, c'est le sentiment qu'ils éprouvent, en tout cas qu'ils évoquent, décident de tout. Et si le territoire global d'un département est insuffisamment pris en compte. C'est ce qui est évoqué. Et donc, pour éviter cela, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un certain nombre de propositions faisant que les assemblées départementales, les métropoles, voire des parties de départements, communautés de communes, soient représentées au sein des instances de décision. Pour autant, ça ne signifie pas que la région ne joue pas pleinement son rôle. Je suis convaincu que ce sont aux régions, compte tenu précisément de ce qui vient d'être souligné, dès lors que dans la troisième phase de décentralisation, il est prévu que le développement économique va aux régions, il y a une logique qui est imparable, c'est que les financements également de nos tissus industriels, notamment des PME, pour qu'elles deviennent des ETI, soient aussi sous la responsabilité des régions lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Mais il faut rassurer. Et je pense que cette étape-là est indispensable, sans quoi, si nous n'y parvenons pas, il y a fort à craindre que ce soit finalement recentralisé et que ce soit Bercy, au bout du compte, qui soit vainqueur de la différence ou des oppositions des différentes collectivités territoriales. Et donc, pour éviter cela, je pense qu'il est indispensable de rassurer. Deuxième point pour rassurer, et j'en termine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant d'évoquer un système d'évaluation après une année, par exemple, de fonctionnement, pour bien montrer qu'à la fois les régions prennent ça à bras-le-corps, parce que c'est efficace, parce que c'est plus opérant, mais qu'en même temps, les autres collectivités territoriales peuvent être associées
parce que c'est rassurant, et aussi pour voir si le sujet est évoqué précédemment, s'il n'y a pas opposition entre les stratégies industrielles décidées nationalement et des stratégies industrielles qui pourraient être différentes au niveau régional. Ça n'est pas possible, bien entendu. Donc il faut rassurer, je pense, à la fois un certain nombre d'administrations de l'État et aussi les responsables départementaux et de métropole. Monsieur Denis. Deux questions. Premièrement, est-ce que vous pensez que dans les missions de la Banque publique d'investissement, il conviendrait que de façon explicite et dans un texte soit mentionné l'économie sociale et solidaire? Premier élément. Deuxième question. Elle est un peu dans le sens des différents échanges que nous avons eus sur la nécessité de calage de cette BPI dans ces organisations par rapport à la nouvelle acte de la décentralisation. Est-ce qu'elle ne vous paraît pas opportun quand on sait que financement public aux alentours de 70 milliards, si je prends les chiffres 2009, c'est 12 pour les régions, 17,5 les départements, 39 et quelques le bloc communal intercommunal. Est-ce que de l'investissement public, je parle là, sur en gros les 70 milliards, il y a 15 milliards qui sont portés par le système de l'économie mixte, des SPL, des SEM. Est-ce que ne paraîtrait pas opportun, premièrement, que la fédération de ces entreprises publiques locales soit présente au comité d'orientation au niveau national d'une part et au niveau régional d'autre part, de façon à ce qu'on puisse avoir le maillage dont il était question précédemment, sans qu'il n'y ait obligatoirement de représentation institutionnelle du type métropole, départementaux, qui serait un maquis et qui serait, me semble-t-il, un peu compliqué à gérer dans les choix et dans la lisibilité des représentations et qui pourrait être un compromis de bonne loi. Monsieur Béba, la Dordogne. Oui, c'est une seule question, c'est sur la problématique de la gouvernance. Bon, on travaille ensemble en Aquitaine et notamment en Dordogne. C'est vrai que le conseil régional d'Aquitaine, depuis qu'il a un président qui s'appelle Rousset, a une politique, je dirais, en matière industrielle et économique lisible, des interventions qui accompagnent le travail qui est fait sur le terrain. Même un peu innovante, je pense, avant l'heure, aujourd'hui on est en train de travailler sur le développement numérique et on avait en 2004 déjà un schéma qui avait été mis en place en Aquitaine, dont j'ai bénéficié. Donc moi je suis en parfaite cohérence avec ce qui est décidé aujourd'hui. Ma question est simplement un problème de gouvernance et j'aimerais que le président Alain Rousset puisse l'illustrer à travers sa connaissance de l'Aquitaine et de la Dordogne. Comment, et ça fait écho à ce que vient de dire Yannick Vaugrenard, comment on intègre en matière de gouvernance, à partir d'un outil qui est régional, je suis d'accord, les collectivités que sont le Conseil général, qui joue un rôle là-dessus, et les communautés d'agglo, éventuellement les communautés de communes. Parce que la proximité, c'est ce qui me semble le plus important. C'est eux qui sont à même de détecter, d'accompagner les entreprises. Elles le font à travers un certain nombre de mesures, d'investissements qui sont accompagnés et reliés, qui sont accompagnés par le Conseil régional. Donc j'aimerais voir un peu comment tu vois à l'échelle régionale cette gouvernance, ce partenariat. Est-ce qu'il est institutionnalisé? Est-ce qu'il n'est pas institutionnalisé avec les collectivités locales de proximité? Merci. Je voulais simplement dire à notre collègue Marc Denis que article 1er, paragraphe 8, explicitement l'économie sociale et solidaire est dans le texte par rapport à la question posée. Ensuite, Monsieur Mirassou. Oui, au risque de répéter ce qui a été dit par plusieurs de mes collègues avant moi, je pense que la préoccupation qui a été affichée, qui est complètement satisfaisante, qui consiste à dire qu'il serait impensable que l'avènement
de la BPI et en même temps tout ce que ça suppose en termes de stratégie industrielle doit être complètement connecté à cette fameuse troisième phase de décentralisation, parce qu'en quelque sorte, la gestion de la BPI va officialiser la montée en puissance d'un savoir-faire au niveau régional qui préexiste depuis maintenant au moins 2 décennies. Donc l'organisation ensuite entre ce qui se passe en termes de stratégie industrielle à l'échelon national et éventuellement une déclinaison à l'échelon régional ne doit pas être pour autant trop contraignante, parce que autant de régions, autant de particularités, et donc il faudra dans cette fameuse structuration donner des possibilités de respiration. La question que je me pose, c'est de savoir quelle va être la ligne de démarcation, en quelque sorte, entre ce qui relève véritablement des compétences et du ressort de la BPI en termes d'investissement, pour pas qu'en quelque sorte créer un effet d'aubaine par rapport aux banques privées, dont on a vu notamment à l'occasion de la crise bancaire, que malgré l'injection massive de capitaux émanant de l'État, fidèles, je serais tenté de dire, à leurs habitudes, elles n'ont pas voulu prendre le moins de risques. Alors j'imagine que si, à l'échelon régional, la BPI fonctionne au niveau des entreprises éligibles par le biais de critères qui passent justement par cette fameuse structuration de filières, sans pour autant d'ailleurs négliger ce que vous avez dit, Président, sur quelques niches ou quelques particularismes locaux qui méritent aussi d'être épaulés. Et je me demande comment on pourrait arriver à éviter cet écueil en disant, bon, là il y a prise de risque, je veux dire les banques privées qui parlent, allez voir la BPI. Moi, c'est un souci que j'ai ça. Merci. Monsieur Joël Labbé. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée des régions est venu quelque part plaider la place des régions dans la gouvernance et je crois que c'est pleinement légitime, mais qu'il y a nécessité d'avoir une stratégie nationale. On y arrivera avec l'équilibre justement entre le rôle de l'État dans la stratégie nationale et puis l'importance des régions, leur savoir-faire, leur expertise. Concernant les équilibres régionaux, il y a les régions plus rurales qui ne bénéficient que de peu de développement. Comment faire en sorte que la Banque publique d'investissement soit un des leviers dans ce sens-là? Et d'autre part, on est en situation de nécessaire mutation économique. Comment faire en sorte que la Banque publique d'investissement soit aussi levier pour aller dans ce sens-là? Et se posera quand même la question des moyens, comme l'a soulevé tout à l'heure notre collègue Mireille Schurch. On a eu quelques chiffres, simplement 3% des fonds d'assurance vie fléchés vers la BPI permettraient d'en doubler les moyens. Voilà, je vous remercie. Que de questions, mais passionnantes. Alors, est-ce pertinent de rassembler OSEO, le FSI et CDC Entreprises? Je crois que la réponse est oui, sans en faire un monstre. C'est pour ça qu'il faut la décentraliser. Aujourd'hui, les entreprises galèrent trop pour répondre vite à leurs besoins de financement. Et on ne mesure pas à quel point l'accélération du temps de décision économique est un des problèmes de différenciation entre l'Allemagne, les États-Unis et la France. En France, avec le modèle jacobin, on met une année parfois avant d'avoir la réponse à sa demande de financement. Moi, j'ai une entreprise du bois, 170 personnes, ça fait 1 an qu'elle est sur une demande d'augmentation de capital. Donc c'est râpé, elle vient de m'envoyer un texto hier en disant bah, ça va pas. En même temps, la PME en question a des torts parce qu'elle n'a pas suffisamment structuré son staff. Donc le job de financement n'est pas suffisant. Il faut qu'aussi on accompagne les entreprises dans leur croissance. Je rencontre beaucoup, moi, d'entreprises, et je pense qu'Alain Leverne le vit aussi, où passer d'une PME de 30 personnes, où avec la secrétaire de direction vous faites tout, et qu'à un moment donné, il vous faut absolument un bureau de recherche-développement et un responsable export. Et d'ailleurs, parmi les conditionnalités des aides sur lesquelles je suis en train de réfléchir en tant que président de l'Aquitaine, c'est de dire à partir d'un certain niveau d'entreprise,
je vous aide si vous me montrez que vous avez un bureau de recherche-développement et vous avez un responsable export. Parce que, bon, on a besoin, si vous voulez, il y a, parmi tous les défis de l'entreprise, je pense que vous allez partager ça, et peut-être un des défis les plus importants, c'est le problème de l'organisation de l'entreprise. L'appareil productif français est vieux, y compris dans sa tête et dans son organisation. Hein, il y a un enjeu de croissance de la productivité qui est fabuleux, avant de parler de la compétitivité coût, de réorganisation des process de production, de staff de l'entreprise, de responsabilisation des salariés, de travail en îlot. Enfin, moi, je vais lancer en Aquitaine un projet dans ce sens, parce que vraiment, on a pris du retard. Donc, pourquoi OSEO, FSI, CDC? Je pense quand même qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle aurait besoin d'avoir une plateforme, là, quoi. Et puis qu'après, on lui, voilà, elle a un dossier et on lui traite le bout de subvention de la région qui va bien, l'embauche de cadre qui va bien, la garantie qui va bien, les fonds propres, etc. Voilà. Qu'on puisse organiser le suivi de l'entreprise. Je crois que le monde bancaire aujourd'hui, à la différence du monde bancaire de Californie qui a beaucoup développé ça, c'est un monde un peu financier, pas assez technologue. Hein, je le maintiens, qu'on comprenne ce qu'est le business, le produit qui se développe. Et puis, il y a une masse critique aussi, hein, ça va faire 30 à 40 milliards supplémentaires qui vont nous permettre, avec l'équilibre fonds propres épargne, de pouvoir mettre un peu plus d'argent alors qu'il y a une rétraction des crédits des entreprises. Donc je pense que c'est mieux. Ce qu'il ne faudrait pas, par contre, vous avez regardé la presse ces derniers temps, c'est que OSEO, structure fêtière, mettent la main sur le dispositif des fonds propres. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut que vous ayez, lorsque le ministre sera présent, il faut le questionner, on l'a fait à l'Assemblée nationale, sur le fait que là, on propose bien à l'entreprise à la fois des prêts, des garanties, de l'aide export, etc., mais aussi des fonds propres. Nos entreprises n'ont pas assez ouvert leur capital. Et aujourd'hui, quand elles ouvrent leur capital, c'est parfois contraint et forcé, avec parfois des fonds d'investissement un peu rapaces qui viennent piquer les clients et la technologie et qui s'en vont, laissant nos territoires et nous ayant fait perdre des compétences. Donc c'est pour ça qu'on a une petite révolution intellectuelle à gauche et à droite à avoir. Nous, dans notre pays, on a refusé trop longtemps les fonds de pension. Si nous avions les fonds de pension en France, nous n'aurions pas les problèmes de fonds d'investissement cannibales venus de l'étranger. Pardon de dire ça. C'est pour ça qu'on a l'assurance vie. Et il faut qu'on réfléchisse. L'assurance vie comme un fonds de pension. Nos entreprises, aujourd'hui, payent parfois avec des retours et des TRI considérables les retraites des veuves californiennes. Moi, j'ai rien contre les veuves californiennes ou singapouriennes. Je préfère qu'on développe l'emploi et tout ce qui va avec dans nos territoires. Sur la taille des régions, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La coopération des régions, Alain Leverne disait, vous êtes, comme moi, voisin de l'Aragon. Rappelez-moi combien il y a d'habitants en Aragon. 2 millions d'habitants. C'est-à-dire 30% de moins que Midi-Pyrénées. Et la Navarre, 600 000 habitants, 6 fois moins que l'Aquitaine. Un budget 6 fois supérieur. Quand on va aux fêtes de Pampelune, tout Pampelune est éclairé, chauffé, rafraîchi avec des énergies renouvelables. C'est un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de taille. D'ailleurs, la taille moyenne des régions françaises, c'est la taille moyenne des régions allemandes. Le Land de Hambourg, 1 800 000 habitants, est capable, on est allé le voir avec Martin Malvy, d'accompagner les PME avec des aides à l'innovation 2 fois ce qu'Aquitaine et Midi-Pyrénées, pourtant en avance, mettaient en 2 ans. Comment voulez-vous que nos PME résistent à la compétition européenne si nous avons, encore une fois, et ça c'est, quelqu'un m'a posé la question sur la décentralisation, le vrai problème de la décentralisation, c'est qu'on dise qui fait quoi, qu'on n'ait pas besoin d'avoir des directs, qu'on n'ait pas besoin d'avoir des structures d'État
Enfin, la France est le seul pays à garder un système napoléonien, mes chers collègues. Un système qui date de Napoléon. Et on a tous besoin, quand on est sur les territoires, d'avoir un petit sous-préfet sous la main. Bon, il nous apporte rien. Et il nous empêche de structurer l'intercommunalité. Enfin, ben oui, parce que, ben oui, je veux dire, si on était responsable, est-ce qu'on a besoin d'avoir, enfin quand même, est-ce qu'on a besoin d'avoir partout, en doublon, en triplon des compétences des collectivités locales, des fonctionnaires d'État? Est-ce qu'il ne serait pas mieux dans la justice, dans la police ou dans l'éducation? Comment voulez-vous que nos concitoyens s'y reconnaissent et que nous soyons responsables si chaque fois il faut se mettre 4 autour de la table pour décider d'une même chose? Ça s'appelle la déresponsabilisation. Ça s'appelle Tanguy. Voilà, ça c'est dégagé. Ça c'est fait. Je veux pas. Juste une petite voilà. remarque. C'est quand même. Comprenez pourquoi je ne suis pas ministre de la décentralisation. C'est quand même bien la CDCI qui décide et non le préfet de la carte intercommunale. Enfin. Oui, mais enfin. Non, attendez. Je vais vous dire, moi j'ai trop vécu parce que j'ai été maire, chaque fois qu'il y a un projet d'intercommunalité, rappelez-vous le congrès des maires, mon intercommunalité est forcée. Chaque fois. À un moment donné, on devrait dire, voilà, l'intercommunalité doit être suffisamment structurante pour avoir les services publics, pour avoir ce qu'il faut, et puis vous vous mettez d'accord, point barre, dans tel délai. L'Assemblée et le Sénat devraient dire ça. Mais si on va dîner le samedi soir à la sous-préfecture ou à la préfecture, eh ben, ma foi, on n'avance pas trop. Voilà. Je suis assez radical là-dessus, Monsieur le Président. Je souhaite que ce ne soit pas au procès-verbal. Je suis persuadé qu'il y a des cultures différentes suivant les régions. Oui, oui, complètement, mais... Sur voilà. l'interco. Mais bon, moi je vais pas... Bon. Pourquoi on a fait les pays Pourquoi on a fait les pays? Parce que les intercos étaient trop petites, maintenant on supprime... Enfin, la France a la moitié des communes d'Europe. Oui. Non, si tu supprimes les pays, tu supprimes toute cohérence. C'est pas toi qui vas me dire ça, bien. Gérard. Alors, les banques privées, on est d'accord, hein? Les banques privées. Simplement, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui m'a posé la question. Les banques privées, il faut bien qu'à un moment donné, on partage le risque. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'il n'y ait pas d'un côté un effet de levier et de l'autre côté un effet de substitution. Parce que moi, j'ai remarqué, quand on fait les calculs, on nous demande d'intervenir beaucoup au niveau des régions en garantie. En garantie pour les fonds propres, en garantie pour les banques. Et quand vous regardez le montant de nos garanties, ce qui d'ailleurs explique notre responsabilité, on arrive à 70 à 80%. Ce qui fait que si la banque a des problèmes, mais en même temps, bon, je pense qu'il faut cela. Moi, on va voir comment ça va fonctionner. Un certain nombre de régions sont en train de réfléchir à ce qu'on appelle un service public bancaire, qui pourrait être complémentaire de la BPI, et auquel le droit européen donne la possibilité, qui est de faire un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt dans les régions, et de dire, ben voilà, je cherche un réseau bancaire qui va m'accompagner particulièrement mes PME, en plus de la banque publique, ou en substitution de la banque publique, et moi, région, Haute-Normandie, je les garantis. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. Mais on a encore... le droit européen permet, il y a 5 pays européens qui l'ont développé. Alors, sur le problème de l'épargne populaire, je me suis exprimé, je veux dire, c'est un vieux dossier qu'on amène. Le premier initiateur de ça, ça a été Alain Savary en Midi-Pyrénées, quand il a créé l'IRDI, avec un certain nombre de collègues. Moi, j'ai essayé de le faire parce que j'avais des responsabilités en Aquitaine. Je me suis fait faucher en rase campagne par les banques de la place. Créer une structure pour les fonds propres des entreprises. Hein? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi le modèle allemand fonctionne bien? Parce qu'il y a une liaison directe des épargnants vers l'entreprise. Les épargnants voient là où va leur argent. Avec l'acceptation du risque. Parce que la valeur d'une entreprise, elle peut faire 50 et descendre à 25. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait un minimum de garantie. Il faut que cette épargne qui devient du capital soit rémunérée. Il faut qu'on fasse une petite révolution culturelle sur la transformation de l'épargne en capital. Le capital ne doit pas être un gros mot, chers collègues. Je pense qu'il faut qu'on se fasse notre petite révolution.
Moi, je suis de ceux qui poussent ses amis, les citoyens, à investir dans l'entreprise. Sauf que, attendez, la veuve de Carpentras, elle peut investir 30 000 € dans de l'assurance vie, placée en action, pour son petit-fils, pour les études de son petit-fils, ou pour, si du jour au lendemain, ces 30 000 € deviennent 15 000, il faut se poser cette question. Hein. Voilà. La Banque de France, on travaille avec elle systématiquement. Il n'y a pas de, vous savez, il y a de l'expertise qui est faite, donc il n'y a pas de la conditionnalité. On s'interroge. Bien sûr, on avance un peu sur cette conditionnalité. Il faut faire attention parce que vous avez une PME de 30 personnes. Si vous lui dites, attendez, vos salaires, je veux dire, faisons attention aussi à faire en sorte que ce soit plutôt le rôle du syndicat. Hein. Mais en tout cas, moi, je commence à regarder l'équilibre des salaires hommes-femmes. Je m'intéresse à la stratégie de l'entreprise. J'avais une entreprise en Aquitaine qui était scotchée sur du travail à façon pour Dassault et pour les gardes-côtes américains. Et je lui ai dit à un moment donné, je ne vous aide plus si vous ne réinvestissez pas, vous ne transformez pas votre entreprise, et si vous n'avez pas un bureau de recherche-développement et un ingénieur chargé de l'export. Je pense qu'il faut qu'on regarde ça. Hein. Nous, dans les régions, quand on aide les entreprises, quand on les aide à croître, à partir du moment où elles ne se structurent pas, elles ne se staffent pas, voilà, on attend. Décentralisation, ça serait très long, hein, mon cher collègue. Hein. Écoutez, on le voit bien, même si je suis assez... je pense que c'est la préparation qu'a dû faire Alain Leverne et votre président et le rapporteur. Je me sens assez dans ma famille régionale avec vos questions et les réflexions qui sont posées. Et le Sénat représente des collectivités, mon cher président. Voilà, mais vous savez que les régions, quand je regarde la représentation des élus régionaux dans nos assemblées, j'ai quand même quelques... Donc, vraiment, continuer, mesdames, messieurs. Elle va avancer, la décentralisation. Elle va avancer pour trois raisons. D'abord parce que notre modèle coûte trop cher aujourd'hui. Beaucoup trop cher en matière d'organisation publique. On ne peut plus se payer des doublons, des triplons. Parce qu'en plus, le temps de la décision publique est trop long. Comme il faut mettre d'accord 4-5 personnes. Pour des raisons démocratiques. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Pour des raisons d'intelligence territoriale. Parce qu'il faut qu'on se prenne en main sur des compétences territoriales. Hein. À l'État de fixer... d'avoir les grandes compétences régaliennes, la fiscalité, etc. Vous savez, je ne connais pas un pays qui ait regretté la décentralisation. Pas un seul. Y compris d'ailleurs sur le plan de l'égalité territoriale. Parce que regardez, on hurle tous que les territoires ne sont pas suffisamment égaux. Mais la décentralisation, elle est au milieu du chemin. On a toujours râlé. Et chaque fois qu'on a confié des responsabilités à une région ou à un département, chaque fois, les inégalités se sont réduites. Que ce soit en Espagne, en Allemagne, au Portugal, partout. Regardez le Limousin. Depuis que le Limousin a la responsabilité, eh bien, le déficit qu'il avait en maison de retraite, c'est de la proximité, c'est réduit. Regardez. C'est où ça? Regardez l'état des lycées professionnels aujourd'hui. Regardez l'état des CFA. Je veux dire, je crois que là-dessus, il n'y a pas de... Que les comités régionaux d'orientation fassent venir d'autres collectivités, c'est pour ça que moi je préférerais qu'il n'y ait pas une liste parisienne de la composition des comités régionaux. Je trouve que ça serait, après, à chaque président, voilà. Sur l'économie sociale et solidaire, elle est inscrite. Je crois que c'est une bonne initiative de nos collègues de l'Assemblée. Vous avez évoqué l'effet d'aubaine, j'y ai répondu tout à l'heure. Je ne me fais pas, pardon de le dire, sur le plan industriel, je me fais plus de soucis en matière de déprise médicale qu'en matière d'emploi industriel. Pour une raison très simple, les statistiques montrent que 60% de l'emploi industriel est en milieu rural. 60%.
et qu'il y a un potentiel de développement. Parce qu'on ne déplace pas facilement ses salariés, et parce qu'il faudrait aller très vite dans la reconstruction de l'outil industriel. Moi, j'ai des exemples dans les Pyrénées-Atlantiques, dans des entreprises de l'aéronautique qui sont venues là pendant l'entre-deux-guerres, parce qu'on s'éloignait des frontières de l'Est, qu'on a reconstruites en totalité. 2500 personnes. Progrès de productivité, 100%. 100%. Donc je vais vous dire, en matière de compétitivité, ça donne. Ça marche. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis. Je me ferai du souci si les agglomérations, et je vous demande d'y être attentifs, les métropoles voulaient maintenir leurs souhaits, disant il est dévolu de plein droit les compétences de la région et du département aux métropoles. Parce qu'alors là, on relancerait une compétition entre les territoires, et alors là, il y aurait du sang partout. On a à peu près réglé le problème de la compétition entre les territoires proches, mais vous vous doutez bien que si une agglomération a la capacité de mettre sur la table le montant maximum des aides publiques, la gratuité du bâtiment, l'entreprise, elle va se délocaliser à 4 km, elle gardera ses salariés, mais elle va se délocaliser. Soyez attentifs à cela. Je pense que le texte n'est plus de mise, c'était la proposition du précédent gouvernement. Mais on a toujours à l'œuvre ce type de demande, créer des villes hanséatiques qui aient tout le pouvoir, et après, les agglomérations, vous savez, j'en ai présidé une, ont énormément de moyens pour, à l'étranger, peuvent préparer des bâtiments en blanc, faire des zones d'activité, câbler ces zones d'activité, créer des pépinières, départements aussi. Ce que nous souhaitons garder au niveau des régions, c'est les aides directes aux entreprises. L'idée de stratégie régionale, où vous avez besoin d'un territoire régional. Sur le médicament, sur le bois, sur le... Bon. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on se délocalise à 10 000 km ou à 4 km. Et il ne faudrait pas que de cette loi sorte une compétition sur les territoires de proximité qui mettrait les élus, nos concitoyens et les chefs d'entreprise et les salariés dans des situations difficiles. Voilà, vous venez de suivre une partie de l'audition d'Alain Rousset. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Preuve par 3. Très bonne soirée à tous.